à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette première soirée en fait du Conseil scientifique indépendant pour une formation sanitaire et médicale continue qui s'adresse à la fois au grand public et aux médecins désireux d'en savoir un petit peu plus sur le Covid et d'avoir des renseignements sourcés et scientifiques de manière très claire et très publique puisque finalement ça vous est offert à la fois gratuitement et il y a un retour d'information qui peut se faire au travers des questions du chat. Avec moi, finalement, il y a une partie du Conseil scientifique indépendant et notamment le professeur Christian Perronne que j'accueille ce soir. Je suis ravi de retrouver. Bonsoir, je suis ravi de te retrouver aussi. Bonsoir Christian, merci beaucoup de nous accompagner ce soir. Tu vas pas présenter, mais de ton aura bienveillante, tu vas nous permettre d'être éclairé de ta sagesse. Je présente ensuite Vincent Pavant, qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille en mathématiques. Bonsoir Vincent. Et bonsoir Louis, bonsoir à tous, bonsoir Christian, ravi d'être avec vous également ce soir pour quelques présentations mathématiques sur l'étude Comcore. Merci, j'espère que tout le monde va réussir à suivre. Docteur Philippe de Chazourne, qui vient de loin en fait, et qui a un autre horaire que nous. Merci beaucoup d'être là, Philippe. Bonsoir Louis, bonsoir tout le monde, et ravi d'essayer d'expliquer un peu ce qu'on pourrait penser de ce que c'est qu'une recommandation. Merci beaucoup. Et enfin, Eric Mena, que tout le public connaît, parce qu'il est passé déjà à la télé plusieurs fois. Donc, chaque fois qu'on est rentré dans un film, on finit par être connu. Bonsoir, Eric. Et bonsoir, Louis. Bonsoir à tous. Ravi aussi de participer à ce premier live du Conseil scientifique indépendant qui va essayer de donner une information à la fois loyale et objective pour informer le public, la population, de la situation et de ce qu'on peut faire. Et je vous parlerai ce soir un petit peu des chiffres autour de la vaccination. Et moi, je vous parlerai un petit peu d'encore autre chose, mais en tout dernier, je vous parlerai finalement de l'impact des mesures sociales sur la cinétique épidémique, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisés, le nombre de morts. Je crois que c'est une question qu'il est urgent et légitime de se poser puisqu'on est reconfiné pour la 3e fois. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça, c'est une vraie question scientifique, médicale, sanitaire et politique. Voilà. Donc, on va commencer avec Philippe qui va nous parler en tout premier. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Écoutez, on va essayer d'être rapide sur ce que c'est qu'une recommandation médicale, surtout quand on parle d'un traitement. Dans cette recommandation, on peut parler de la balance bénéfice-risque. Alors pour le patient bien sûr, mais aussi peut-être pour se couvrir face à la justice. C'est pour ça que cette représentation de cette icône qui représente la justice. Et puis la règle des trois O de Milton Erickson que les hypnothérapeutes connaissent bien. Observer, observer, observer. C'est la base de toute recherche. Et puis on peut faire de la recherche en médecine de terrain et de proximité, de face à un patient en urgence bien sûr. Et puis parfois, si on a un petit peu plus de temps, à tête reposée, puis on évoquera rapidement peut-être l'étude d'hydroxychloroquine de 2020, l'étude Kurachic, Nivaquine contre le chikungunya, c'était à La Réunion en 2006, et puis pourquoi pas les études 2020-2021 sur l'ivermectine. Alors, point important qu'il faudrait normalement demander à toute personne qui s'exprime dans le domaine public, c'est cet article L41-13-13 du Code santé publique qui fait obligation de déclarer ses liens. Alors, je vous annonce que je n'ai absolument aucun lien avec tout ce qui concerne l'industrie des médicaments. Et c'est la question qui est posée. Avez-vous des liens? Eh bien non, mais puisque vous avez répondu non à cette question, il sera mentionné absence de conflit d'intérêt déclaré par l'intervenant. Mais si j'avais répondu oui, on aurait mis invité à déclarer les éléments qui vous ont amené à répondre positivement. Et si vous n'aviez pas souhaité répondre, ce que souvent les gens ne souhaitent pas répondre, il n'aurait été mentionné pas de déclaration de conflit d'intérêt par l'intervenant, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il y a une absence de conflit d'intérêt. Alors c'est un petit peu peut-être exprès, mais en fait ça porte à confusion. Alors, pour trouver quelque chose, pour trouver une efficacité d'un test diagnostique, d'un médicament, il faut chercher et puis ensuite comprendre. Alors, dans l'urgence, observer. Alors, ça ne coûte pas grand-chose, un petit peu de temps, parfois beaucoup de temps et de patience, une ouverture d'esprit. Ça peut donner des pistes qui ensuite pourront être explorées et ne pas avoir peur des résultats. Donc, ça prend peut-être beaucoup de temps, très peu d'argent, et beaucoup de volonté scientifique. Ça a été probablement le cas de l'étude du professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine où il y avait une urgence à savoir sur quel chemin emprunter nos protocoles thérapeutiques. Et puis, si on a un petit peu plus de temps, mesurer, calculer, prouver,
ou pas. Alors là, il va falloir des indicateurs fiables. Il y a tout un tas de notions de biais qui peuvent mettre en péril certaines études. Il va falloir du monde dans la population qui va donner de la puissance aux études et puis, si possible, une randomisation, c'est-à-dire on teste avec des médicaments chez une population, puis une autre où on donne en fait un placebo ou un autre traitement et en double aveugle, c'est-à-dire l'aveugle du patient qui ne sait pas ce qu'il prend et l'aveugle du soignant qui ne sait pas ce qu'il donne aux patients. Et puis, on fait des analyses statistiques et puis avec ça, on arrive à trouver ou pas une corrélation entre un traitement et une efficacité. Alors là, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'argent et souvent, ça fait appel aux industries, ce qui pose un problème évidemment d'indépendance des résultats, l'État, les programmes hospitaliers de recherche clinique et surtout beaucoup de volonté politique. Et là, si vous voulez faire de la recherche, pour savoir ce qui est efficace dans le Covid, il va falloir passer par ce fameux reacting et vous verrez, il y a le lien, si vous tapez reacting, vous verrez que les personnes qui décident ce qu'on peut chercher ou pas sont quand même très proches du pouvoir actuellement. Alors, on aboutit à des recommandations. Alors, il y a des grades A, B, C en fonction du niveau de preuve. Alors, la grade A, c'est le maximum sur une preuve scientifique. C'est là où on parle des essais comparatifs randomisés de forte puissance, c'est-à-dire avec une grande population et sans biais majeur. De grade B, c'est un petit peu moins fiable avec des études comparatives ou des études de cohorte. Et puis des grades C, qui sont des études de grade donc inférieures, mais qui ont aussi leur intérêt avec des études cas témoins, série de cas, mais qui peuvent déboucher ensuite, si on le veut, politiquement, aboutir à des grades B ou A en mettant un peu plus d'argent dans les études. Alors, vous pouvez retrouver tout cela en tapant HAS, Haute Autorité de Santé, qui sont à l'origine donc de la distribution de l'ensemble des recommandations à tous les professionnels de santé. HAS, gradation des recommandations, et vous aurez ce recueil qui date d'avril 2013 et qui vous donnera toutes les choses importantes à retenir. Alors, il y a les dogmes, des recommandations. Alors, ce qui est recommandé ne veut pas dire que ça a été prouvé en termes de mortalité. Par exemple, les anticholestérolémiants, selon les indications, ça peut avoir un intérêt ou ne pas en avoir. Ce qui est prouvé ne veut pas dire que c'est recommandé. C'est toute la problématique face à l'ivermectine actuellement. Ce qui n'est pas prouvé de façon très rigoureuse, c'est-à-dire de niveau de grade A, ne veut pas dire que ça ne marche pas. La morphine, on l'a jamais fait des tests contre quelqu'un qui prenait du placebo parce que éthiquement, ça posait évidemment problème. On considère que c'est évident que la morphine soulage les douleurs, donc on considère qu'il n'y a pas vraiment d'un besoin de grade A. Ce qui n'est pas prouvé aujourd'hui ne veut pas dire ça ne sera pas demain. Alors, il y a l'hypnose, l'ostéopathie, tout un tas de molécules également. Donc, la science évolue. Ce qui ne marche pas ne veut pas dire que ce n'est pas recommandé. On pense au remdesivir, bien sûr. Et ce qui est promu avec beaucoup de com' ne veut pas dire que c'est sans danger, évidemment. Hommage à toutes les personnes qui sont périls grâce ou à cause de cette molécule Mediator. Alors, quant à la balance bénéfice-risque, dont on attend partout, tout dépend de ce qu'on met de chaque côté de la balance et quel poids on estime chaque élément qui est dans chaque côté de la balance. Le poids d'un mort, le poids d'une maladie auto-immune qui ne va pas apparaître forcément à J+1 ou J+2, mais peut-être plusieurs semaines ou mois après. Le poids du nombre de bénéficiaires potentiels. Alors, la prise en charge de nos patients doit passer sur des recommandations officielles, mais aussi sur ce que peuvent nous rapporter les patients et ce que nous percevons d'eux. Alors ça, c'est un peu anecdotique, mais c'est juste chez ma dentiste et c'est marqué dans sa salle d'attente. Le fait que ces actes ne soient pas pris en charge ne signifie pas qu'ils ne sont pas médicalement justifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on fait des actes qui ne sont pas remboursés, qui ne sont pas efficaces. Et ça, c'est quand même très intéressant. Ça peut être valable aussi pour les médicaments. Alors, des preuves. Voilà ce qu'on rêverait de tous les jours d'en avoir, sauf que ça prend beaucoup de l'argent pour beaucoup d'études et surtout, il y a une volonté politique qui n'existe pas toujours. Et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation sur les grades de recommandation qui nous permet peut-être de mieux comprendre en fait tout ce que le grand public entend en disant il nous faudrait des essais randomisés en double aveugle, etc. Comprendre que finalement l'épistémologie, la création du savoir en période épidémique, peut-être qu'elle répond pas tout à fait à ces normes-là et qu'il y a besoin aussi d'utiliser d'autres façons de faire et d'explorer d'autres pistes qui sont très utiles. Et que effectivement il y a ce biais majeur que les choses qui sont recommandées sont pas forcément celles qui sont prouvées et celles qui sont prouvées sont pas forcément recommandées. Ça c'est tout le problème entre l'articulation entre la science et l'administration finalement, la science et le politique quoi quelque part. Merci beaucoup Philippe. On va passer la parole à Eric, à Vincent je crois.
pour la suite. Alors Eric, apparemment. Alors Eric, peut-être. Si c'est Eric, c'est très bien. Merci Eric. Bon, rebonsoir Louis, bonsoir à tous. Nous allons continuer un petit peu dans l'esprit des notions de preuve et d'éléments qui sont prouvés ou qui sont recommandés. Je voudrais vous parler ce soir de l'efficacité des vaccins en observant les courbes de mortalité en fonction du taux de vaccination, parce qu'on dit beaucoup de choses. Alors vous avez certainement vu dans la presse beaucoup de titres dithyrambiques, comme vous voyez sur cette diapo, au sujet de la vaccination d'Israël. C'est vrai qu'ils ont été particulièrement performants pour arriver à vacciner une très très large part de leur population. Et au-delà de leur efficacité à vacciner, c'est l'efficacité du vaccin qui, à chaque fois, paraît vraiment très très bonne. Qu'en est-il réellement? Alors, il suffit de regarder les courbes de mortalité, je crois, pour essayer de mieux comprendre où on en est. Et si on voit cette courbe de mortalité en Israël, on se rend compte qu'effectivement, elle monte et elle redescend de façon très nette. Alors, on se dit, quel beau résultat. Sauf que si on regarde bien cette diapositive que je vous ai préparée, il s'agit là de la courbe de l'automne, à une époque où on ne vaccinait pas du tout. Et si on reprend la courbe totale avec les dates depuis mars, depuis le début du Covid, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs pics et qu'effectivement, vous avez la courbe de mortalité à l'automne 2020 sans vaccin et maintenant la courbe de mortalité avec vaccin, et vous pouvez vous rendre compte que la courbe redescend aussi bas, et je dirais même qu'elle est descendue plus bas à l'automne 2020 sans vaccin. Alors, finalement, aujourd'hui, tout ce qu'on dit sur la vaccination en Israël est-elle liée, et cette belle courbe où on voit une très nette diminution de la mortalité depuis un mois en Israël, est-elle liée à l'évolution naturelle du virus, comme on l'a pu le voir à l'automne, ou au vaccin? On va essayer de voir d'autres pays pour essayer d'en savoir un peu plus. Et je vous ai mis ici le taux de vaccination dans quelques pays que j'ai choisis de façon bien sûr pas du tout arbitraire, avec trois pays qui vaccinent peu, la France, l'Espagne et le Portugal, trois pays qui vaccinent beaucoup, plus la Hongrie, la Serbie en Europe et le Chili qui a dépassé 35% de sa population vaccinée. Vous voyez que les deux autres pays qui vaccinent beaucoup, c'est l'Angleterre et Israël, j'y reviendrai. Alors, si on regarde l'évolution de la mortalité dans les pays qui vaccinent peu et qu'on compare à Israël. Alors oui, Israël est en vert, attention, et en rose, rouge, cette courbe en U, ou plutôt en dôme, en U inversé, c'est le Portugal. Le Portugal, ils ont eu une énorme épidémie juste après les fêtes, avec une mortalité qui a augmenté, puis qui a rediminué assez rapidement. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le Portugal a une mortalité inférieure à Israël, et pourtant, il ne vaccine pas, ou très peu. Alors, que penser de ces comparaisons de chiffres entre des pays qui vaccinent et qui ne vaccinent pas? Voyons maintenant les pays, à part Israël, qui vaccinent beaucoup. Alors, nous avons le début de la vaccination en Hongrie, en Serbie et au Chili. Et vous voyez que depuis que l'on a commencé la vaccination dans ces trois pays, et je dirais que dans ces pays, vous avez vu, on vaccine beaucoup, beaucoup plus qu'en France, 2 à 3 fois plus qu'en France. Et bien pourtant, la mortalité ne cesse d'augmenter depuis le début de la vaccination. Elle avait même en Hongrie tendance à diminuer depuis qu'il y a de plus en plus de vaccins et de gens vaccinés. Vous voyez qu'elle remonte. Et ça, c'est évidemment quand même interpellant de se dire que des pays qui vaccinent beaucoup ont une mortalité qui ne cesse d'augmenter. Est-ce que c'est lié à la vaccination? Probablement pas. C'est l'évolution naturelle du virus avec probablement une inefficacité du vaccin, en tout cas pour l'instant. Et on peut comparer à l'autre pays qui vaccine énormément, vous le savez, c'est l'Angleterre, c'est l'exemple pour l'Europe. L'Angleterre, c'est un pays formidable, il vaccine beaucoup. Mais si vous regardez bien cette courbe, vous vous rendez compte que au printemps 2020, il n'y avait pas de vaccin, il y a eu un pic et on a eu une baisse de la mortalité relativement rapide ensuite à la fin du printemps, et qu'avec le vaccin, on a exactement la même courbe. Et si vous regardez bien, la courbe de mortalité a baissé tout autant et s'est pratiquement annulée pendant l'été. C'est l'évolution naturelle du virus. Donc, l'évolution actuelle de la courbe de mortalité en Angleterre est-elle liée au vaccin ou est-elle liée à l'évolution naturelle, physiologique du virus? On peut se poser la question, mais en tout cas, une chose est sûre,
personne à ce stade ne peut conclure à l'efficacité des vaccins en se référant aux chiffres de mortalité. Donc je crois qu'il faut être très prudent. Nous ne savons pas ce que ça pourra donner à moyen terme. Seules les courbes d'évolution à l'automne nous diront si effectivement les pays qui ont le plus vacciné auront des meilleurs chiffres ou si finalement on observe actuellement uniquement une évolution physiologique du vaccin, du virus, totalement indépendante de la vaccination. Alors je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule vidéo quand nous aurons des chiffres un peu plus complets. Merci bien. Merci beaucoup Eric, c'est extrêmement important cette question-là, puisque finalement le vaccin a été présenté comme la sortie de crise par toutes les autorités sanitaires de tous les pays du monde quasiment, et on se rend compte que non, c'est pas si clair que ça. Et finalement, ça a déjà été souligné par les vétérinaires qui de manière assez unanime ont dit nous on connaît par cœur les infections à coronaviridés dans les cheptels, on a essayé de vacciner, ça marche pas. Ça marche pas parce que le virus mute trop, varie trop. Et donc, il y a quand même de grandes chances que ce soit le cas aussi pour l'humain. Je crois que la moindre des prudences, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de ne pas mettre son budget uniquement sur de la vaccination, mais aussi de parler des traitements, de parler des mesures. Aujourd'hui, comme tu le dis, Louis, je pense qu'il faut être très prudent sur ce qu'on dit sur l'efficacité de la vaccination. Et je pense que les journalistes manquent de prudence à ce sujet. Personne ne peut dire aujourd'hui si le vaccin joue un rôle sur l'évolution de la maladie dans ces différents pays. On a vu que les pays qui vaccinent, la mortalité augmente, des pays qui vaccinent pas, la mortalité diminue. Donc on peut pas trop savoir, on en saura plus tard, sauf que plus tard, il y aura aussi l'évolution des variants avec peut-être une inefficacité des vaccins, ce qui nous ramène à ce que l'on dit depuis toujours au Conseil scientifique indépendant, c'est que peut-être qu'on a oublié simplement de soigner nos patients et que ça serait peut-être intéressant de pouvoir comparer des populations soignées à des populations vaccinées. Et là, on aurait peut-être des chiffres tout à fait parlants. On espère qu'on les aura un jour. Soigner, vacciner et puis prévenir, faire de la prévention, c'est extrêmement important, effectivement. Et puis je rappelle juste au public que finalement, faire la promotion d'un traitement insuffisamment éprouvé, ça s'appelle de la charlatanerie. Et donc, faire la promotion d'un vaccin qui serait insuffisamment éprouvé, voilà, ça s'appelle de la charlatanerie dans le langage du Conseil de l'Ordre, et je crois que c'est même quelque chose qui est passible de certaines peines. Voilà. Donc, on va passer la parole à Vincent d'un regard plus scientifique, peut-être plus mathématique, chose qui nous éclaire, parce qu'on vit dans un monde de nombres et de chiffres depuis un an. La gouvernementalité par les nombres, finalement, tout ce qui décide de votre destin, c'est combien il y a de morts, combien il y a de gens en réanimation, etc. Et il y a besoin qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Donc Vincent, avec son regard affûté de mathématicien sur l'épidémiologiste, va nous aider. Merci Vincent. Oui, merci Louis. Donc, on va augmenter un petit peu dans le niveau de preuve, effectivement, dans la mesure où on va prouver mathématiquement, puisque ce qui est bien en mathématiques, c'est qu'on peut prouver les choses de manière très très rigoureuse et assez définitive, que l'étude Comcore donc est une étude tout à fait frauduleuse, un petit peu comme ceux qui nous regardent peut-être l'ont su du Lancet. Et donc c'est à partir de cette étude en particulier que Castex a justifié donc la fermeture des restaurants. Donc voilà, cette fermeture des bars et des restaurants, elle a été décidée donc par l'article 40 du décret du 29 octobre 2020. Et ça a été justifié, donc, cette fermeture par Castex, donc au micro de Sonia Merbrook, donc grâce à l'étude scientifique, entre guillemets, du professeur Fontanet, donc, qui a mené l'étude Comcore. Alors, on va voir en fait que c'est assez facile de prouver logiquement et mathématiquement que cette étude a trois caractéristiques. D'abord, elle est totalement arbitraire. En plus, elle est hélas frauduleuse et en plus, elle est complètement incohérente. Alors, pourquoi et comment ça marche, l'étude Comcore? Alors, c'est ce qu'on appelle une étude par comparaison, c'est-à-dire que vous prenez une population de gens qui sont malades, c'est la cohorte des cas. Vous choisissez un autre échantillon de personnes ce qu'on appelle la cohorte des témoins. Et dans ces deux échantillons, vous choisissez un critère d'exposition. Alors, par exemple, c'est fumer la cigarette ou ne pas fumer la cigarette. Et donc, le cas qui nous intéresse, c'est fréquenter les restaurants ou ne pas fréquenter les restaurants. Et puis, donc, vous présentez ces deux cohortes et ces deux critères d'exposition dans un tableau qu'on appelle une matrice, et ça va vous permettre donc d'effectuer ce qu'on appelle les odds ratio, en fait, c'est-à-dire les facteurs de risque. Alors, comment ça marche? Tout simplement, vous faites le ratio donc parmi les malades de ceux, par exemple, qui fument et ceux qui ne fument pas. Vous faites le ratio dans la cohorte des témoins de ceux qui fument et de ceux qui ne fument pas, et vous faites la division entre ces deux ratios pour les comparer entre eux, et en particulier donc pour voir si c'est plus petit ou plus grand que 1. Donc là, typiquement,
vous allez faire le rapport donc ici donc de 100 sur 40 que vous divisez par 30 sur 180. Vous formez donc le produit de 100 par 180 que vous divisez par 30 fois 40 et ça vous donne donc un rapport qui est de 15. Et donc, ce calcul vous dit que vous avez 15 fois plus de chances donc d'attraper un cancer quand vous êtes fumeur que quand vous êtes non-fumeur. Alors en fait, ces chiffres, on peut les interpréter un peu plus statistiquement et on peut donc, en plus de ce calcul donc d'odds ratio, donner un intervalle de confiance sur la valeur qu'on a calculée qui permet de dire si oui ou non, eh bien, le facteur de risque que vous avez va vous permettre de rentrer dans une cohorte ou dans une autre. Bon. Donc, le principe est le suivant. Donc, vous calculez un odds ratio avec une méthode donc, que vous chargez en général dans une librairie. Vous calculez à partir d'une interprétation statistique de cette odds ratio donc, eh bien, un intervalle de confiance à 95%. Et si le facteur 1 appartient à cet intervalle de confiance, ben, vous dites que vous êtes exposé pour la maladie en question. Si jamais eh bien, 1 n'est pas dedans, vous dites que soit eh bien, effectivement, le facteur est un facteur de risque, soit c'est un facteur de protection. Donc la grande règle, c'est pardon, si 1 est dans l'intervalle de confiance, eh bien, il n'y a aucune conclusion à tirer en termes de risque sur le critère que vous voulez tester. Donc ça, c'est le principe, effectivement, de l'étude de Fontanet. C'est comme ça qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que dans son étude, donc la CPAM a envoyé environ 30 000 mails à des gens qui sont malades et a récupéré donc 3 426 réponses sur eh bien, des facteurs de risque, par exemple aller au restaurant, aller en discothèque, manger avec des amis, etc., etc. Donc cette cohorte de cas malades donc, a été recrutée par la CPM donc, via des mails. Et puis la cohorte des gens sains donc, qui n'étaient pas malades a été choisie par Ipsos. Et donc, on a choisi 1713 personnes pour eh bien, faire des comparaisons en termes de facteurs de risque entre les gens malades et les pas malades. Alors, le problème, en fait, de ce genre de test, c'est que vous devez donc recruter deux listes, une liste de cohorte, une liste de cas malades et une liste de cas non malades, sains, et qu'il y a toujours, effectivement, des biais possibles dans les recrutements qui font que eh bien, les odds ratio que vous allez calculer éventuellement sont biaisés par rapport à ce qui s'est passé. Donc là, dans l'étude Comcore, il y avait deux biais structuraux qui étaient extrêmement importants. Le premier, c'est que effectivement, on a choisi de ne pas tester, donc d'éliminer par principe les facteurs de risque liés aux endroits où les gens habitaient, ce qui était un peu bizarre, puisqu'on sait que effectivement, en France, sur les épidémies, il y a eu par exemple au printemps beaucoup plus de risques quand on était dans l'Est, dans le Nord ou à Paris. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Et d'autre part, il y a un biais hallucinant dans l'étude donc Comcore, c'est qu'on a surreprésenté en fait les jeunes dans la catégorie des gens malades, donc par rapport à la cohorte des cas témoins, ce qui faisait que, en termes de évidemment fréquentation de bars et de restaurants, on pouvait s'attendre à ce que les jeunes allant plus souvent que les personnes plus âgées, donc plus de 70 ans, sans doute dans les bars et dans les restaurants, naturellement, on allait obtenir que fréquenter les bars et les restaurants avait un facteur de risque, alors qu'en fait, c'était juste le fait qu'on avait plus de jeunes dans la liste des cas malades. Donc ça, c'est de toute façon, de manière générale, quand on fait des études par facteur de risque, il faut bien contrôler en fait les biais qu'on introduit éventuellement entre les cas témoins et les cas malades. Alors, donc, je vous ai donné la visualisation donc, des résultats qui ont été obtenus par l'étude Comcore sur donc, les habitudes de fréquentation des bars et des restaurants donc, entre les gens qui sont malades ici dans la colonne de gauche et les gens qui ne sont pas malades ici dans la colonne de droite. Et donc, à partir donc, des chiffres qu'on a, donc à chaque fois que vous avez 4 chiffres que vous mettez dans une matrice, vous pouvez calculer donc, les facteurs de risque associés. Et donc, la conclusion principale de l'étude qui était arrivée, c'est que quand vous étiez malade, vous aviez en fait 2 fois plus de chances d'avoir été malade parce que vous étiez allé en fait au restaurant ou dans les bars. Donc c'est cette question-là donc qui effectivement est ressortie de l'étude et c'est ce qui a fait exactement que Castex a dit on va fermer les bars et les restaurants parce que dans cette étude, à la question fréquentez-vous les bars ou les restaurants, eh bien les gens qui étaient malades avaient répondu 2 fois plus par l'affirmatif que en gros ceux qui n'étaient pas malades. Alors donc, il y a effectivement un petit problème dans cette question. On voit, c'est que finalement, on a posé 3 questions ici dans ce sondage finalement. Donc, une première question, avez-vous fréquenté les bars ou les restaurants ? Deuxième question, avez-vous fréquenté des bars ? Et troisième question, avez-vous fréquenté des restaurants ? Alors, c'est un peu bizarre quand même parce qu'on a l'impression que les questions sont redondantes et on ne voit pas pourquoi on devrait répondre à ces 3 questions alors que finalement,
la réponse à ces deux questions, donc la fréquentation des bars et ensuite la fréquentation des restaurants, a l'air suffisante. Bon. Donc en fait, il y a des questions redondantes et on va voir que c'est un petit peu gênant parce que ça introduit en particulier de l'incohérence. Et l'autre chose qui est extrêmement bizarre dans cette étude, c'est qu'on voit qu'il y a des données manquantes ici sur ces questions. Avez-vous fréquenté des bars et avez-vous fréquenté des restaurants? Alors c'est très bizarre parce qu'on ne voit pas pourquoi les gens qui auraient répondu en particulier à la première question, donc celle de la fréquentation des bars ou des restaurants, ne répondraient pas ensuite à la fréquentation des bars, puis à la fréquentation des restaurants. Donc en fait, c'est extrêmement bizarre. Et on va voir en fait que ces données manquantes ont été introduites de manière artificielle, donc aucun doute là-dessus, et c'est ce qu'on va effectivement démontrer. Alors pourquoi? D'abord, en fait, il est tout à fait logique de penser que la question « avez-vous fréquenté des bars ou des restaurants » n'a pas pu être posée. Pourquoi? Tout simplement parce que le sens du mot « ou » est assez ambigu quand on le pose en langage naturel. Alors, est-ce que c'est un « ou » exclusif ou un « ou » inclusif? Exemple, quand vous êtes au restaurant et qu'on vous dit fromage ou dessert, c'est évidemment l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Maintenant, si on vous pose la question aimez-vous les fromages ou les desserts, eh bien, le ou peut être inclusif, sachant que vous pouvez aimer le fromage, le dessert et les deux en même temps. Donc, en fait, en général, quand on fait des sondages, on évite de poser ce genre de connecteur dans les questions parce que, évidemment, c'est complètement sémantiquement ambigu et donc il y a des gens qui peuvent comprendre ces questions-là de manière différente et donc la question n'a pas d'intérêt. La deuxième remarque, c'est que cette question, donc, avez-vous fréquenté des bars ou des restaurants, en fait, vous pouvez la reconstruire de manière tout à fait facile. Si vous avez répondu à la question Q2, donc avez-vous fréquenté des bars? Si ensuite vous avez répondu à la question Q3, avez-vous fréquenté des restaurants? Eh bien, vous pouvez de manière extrêmement simple reconstruire la réponse à la question avez-vous fréquenté des bars ou des restaurants? Et donc, du coup, ce qui fait qu'en pratique, on n'a pas à poser la question Q1, mais on pose uniquement la question Q2. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en logique, normalement, on ne peut pas avoir posé la question Q1, on doit l'avoir reconstruite effectivement à partir des connaissances des réponses Q2 et Q3, sauf que dans ce cas-là, eh bien, il ne peut pas y avoir de données manquantes ici à la question Q2 et à la question Q3, sinon on ne peut pas reconstruire la question Q1. Donc du coup, on est obligé de revenir à l'hypothèse que la question Q1 a effectivement été posée, en plus des questions Q2 et Q3. Mais alors là, ça ne va pas non plus. Parce qu'en fait, d'abord, la question Q1 elle est plus compliquée que les deux autres. On ne voit pas pourquoi donc, des personnes qui sauraient répondre à la première question ne sauraient pas répondre aux deux autres. Et si l'on suppose, par exemple, que la question Q2 et Q3 n'ont pas été répondues parce que les gens ont déjà répondu à la question Q1 et qu'ils ne voient pas très bien pourquoi ensuite ils devraient répondre aux questions Q2 et Q3. Autrement dit, il y aurait une confusion dans le questionnaire parce que l'enchaînement des questions a l'air redondant et que les gens n'ont pas envie de répondre. Oui, mais dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi tous ceux de la cohorte témoin ont répondu exactement aux questions, alors que ceux qui étaient donc dans la cohorte des cas n'ont pas répondu. Et donc la probabilité qu'une telle chose arrive, elle est à peu près de l'ordre de 2 tiers à la puissance de 132, c'est-à-dire que c'est totalement impossible. Donc même si on suppose qu'on a posé la question Q1 en plus des questions Q2 et Q3, eh bien on voit que statistiquement, le taux de non-réponse qui est donné donc dans les deux cohortes fait que, statistiquement, un tel événement, c'est tout à fait impossible. Donc en fait, le taux de non-réponse, il a été effectivement introduit de manière complètement artificielle. C'est pas possible que ça ait pu être quelque chose d'honnête. Soit qu'on a reconstruit la question Q1 à partir de Q2 et Q3, soit qu'on a effectivement posé la question Q1 en plus de la question Q2 ou Q3. Il y a des choses qui sont rigoureusement impossibles du point de vue mathématique. Alors pourquoi en fait on a tenté manifestement d'introduire des non-réponses de manière artificielle? À quoi ça sert? Eh bien, vous allez voir, ça sert à essayer de cacher l'incohérence majeure qu'il y avait dans l'étude et qui était en fait la suivante. Alors, si vous avez de manière honnête la réponse à vos questions, j'ai fréquenté les bars ou les restaurants, j'ai fréquenté les bars, j'ai fréquenté les restaurants, vous pouvez reconstruire de manière tout à fait mathématique et logique la réponse à la question, avez-vous fréquenté les bars et les restaurants? En effet, pour cela, il suffit juste d'utiliser la formule qu'on appelle le cardinal, qui dit que le cardinal de la réunion, c'est la somme des cardinaux moins le cardinal de l'intersection. Ou, dit autrement, le cardinal de l'intersection, c'est la somme des cardinaux moins le cardinal de la réunion, avec A, donc c'est l'ensemble des personnes qui fréquentent les bars, B, l'ensemble des personnes qui fréquentent les restaurants, A union B, celles qui fréquentent les bars ou les restaurants, A inter B, celles qui fréquentent les bars et les restaurants. Et donc, l'idée de reconstruire ce truc-là à partir des questions Q1 et Q3, c'est de, du coup, tester le facteur de risque associé à la question « Avez-vous fréquenté les bars et les restaurants ?» Alors, en fait, on va voir que ce qui nous empêche de reconstruire a priori le cardinal de l'intersection, c'est ces données manquantes ici qui nous empêchent de faire proprement le calcul donc, de la formule du cardinal. Alors en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est impossible que des gens qui aient répondu à la question ici Q1 n'aient pas répondu effectivement à la question Q2 et à la question Q3. Et donc, ce qu'on peut faire mathématiquement, c'est réaffecter ces non-réponses sur le oui et sur le non. Pareil ici sur le oui et sur le non,
de sorte qu'on ne change pas, quand on va réaffecter une nouvelle réponse, eh bien, les proportions aux réponses oui non qui ont été données. Alors, si vous faites ce petit exercice, en fait, eh bien, donc, comme je le présente ici, eh bien, vous obtenez que vous reconstruisez donc maintenant honnêtement les questions Q2 et Q3, donc en éliminant les données manquantes qui de toute façon ne peuvent pas avoir existé, en réattribuant, donc comme je vous l'ai dit, en conservant une proportion de oui et de non. Eh bien, vous voyez que sur la question Q2, vous rajoutez 16 personnes qui ont répondu oui donc à la question Q2 et 216 personnes qui ont répondu non à la question Q2. Et pour effectivement la question Q3, vous rajoutez donc exactement 178 réponses à la question non et donc 54 à la réponse oui. Et donc, ce faisant, maintenant, comme vous avez pour chaque cohorte eh bien, les réponses oui-non aux questions Q1, Q2, Q3, vous pouvez maintenant reconstruire facilement eh bien, la question, effectivement, Q4, avez-vous fréquenté les bars et les restaurants, et vous obtenez donc cette répartition. Et cette répartition, donc maintenant, vous pouvez lui calculer un petit odd ratio, donc à 95%, et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que le nombre 1 est dans l'intervalle de confiance à 95% donc, de ce facteur de risque, ce qui veut dire donc tout simplement qu'il n'y a aucun risque d'après l'étude Comscore, eh bien, de fréquenter les bars et les restaurants. Alors ça, évidemment, c'est impossible, parce que si effectivement vous pensez qu'il y a des risques de fréquenter les bars ou les restaurants, alors il devrait y avoir encore plus de risques de fréquenter les bars et les restaurants. Hélas, le calcul mathématique montre que ce n'est pas le cas. Et donc, ce qui empêche, en fait, dans cette étude de reconstruire exactement, avec aucune incertitude, eh bien, le facteur de risque associé à la question des bars et des restaurants, c'est justement ces fameux 232 nos réponses donc aux questions Q2 et Q3 dans la cohorte des cas, mais on a vu que ça, c'était absolument impossible du point de vue logique, et donc ça veut bien dire en fait qu'on a bidonné, et j'affirme ici qu'on a bidonné sciemment en fait ces réponses-là, pour empêcher la reconstruction donc, de la question sur le et, qui montrait que, eh bien, de toute façon, l'étude était totalement incohérente, il n'y a manifestement pas de risque particulier à fréquenter les bars, les restaurants, puisque le facteur de risque associé à la question Q4, lui, contient évidemment le nombre 1. Voilà. Donc, j'en ai fini. Et donc, je vous remercie d'avoir écouté tout ça. Merci beaucoup Vincent, j'espère que le public est sensible au caractère jubilatoire de cette présentation, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement savoureux à démonter finalement cette histoire de bar et de restaurant. Cette étude Comscore a été faite par Jérôme Fontanet, c'est bien ça Vincent ? Arnaud Fontanet, oui. Arnaud Fontanet, pardon. Arnaud Fontanet, donc membre du conseil scientifique. Membre du conseil scientifique national. Oui. Pas national, du conseil scientifique indépendant, hein, mais du conseil scientifique. Non, il n'aurait jamais sa place dans le conseil scientifique. Serait-il possible, on pourrait poser cette question, qu'un membre du conseil scientifique ait commis une étude frauduleuse ? Je vous laisse la question en suspens et je laisse les gens re-regarder cette présentation fascinante que tu nous as fait, parce que vraiment, je crois qu'il faut la goûter dans toute sa saveur, surtout les restaurateurs et les tenanciers de bars qui pourront la méditer longuement sur à quoi tiennent nos libertés. Le diable est dans les détails, hein. À quoi tiennent nos libertés. Donc, je vais maintenant, moi, vous présenter quelque chose. Voilà, Arnaud Fontanet, merci. On le voit souvent à la télévision sur BFM en compagnie des chroniqueurs célèbres. Donc, c'est mon tour de vous présenter quelque chose. Je vais vous parler des interventions non pharmaceutiques ou des mesures de restriction sociale. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là ? C'est finalement tout ce qui ne concerne pas les médicaments, tout ce qui ne concerne pas la prise en charge médicale. C'est finalement le fait d'être confiné ou d'avoir des fermetures de bars et restaurants ou bien des couvre-feux à 18h ou toute autre restriction sociale, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'elles ont un impact sur l'épidémie de Covid ? Extrêmement important, actuel, de se poser la question, parce que nous sommes en plein 3e confinement. Alors on peut se dire, bon, on peut se tromper une fois, peut-être qu'on peut se tromper 2 fois, hein, on peut se tromper 3 fois. Est-ce que ça aurait vraiment un sens, quoi ? Donc je crois qu'il est urgent de se poser la question de manière scientifique, médicale et sanitaire, et politique aussi, de savoir, mais pourquoi donc sommes-nous confinés ? Alors, je peux vous dire en préambule, et je crois que c'était le cas pour tous les gens qui étaient avant, et parce que finalement, c'est un des critères pour nous de prendre des gens au conseil scientifique indépendant, c'est que j'ai pas de conflit d'intérêt dans le Covid-19. Sur la base de Transparence Santé, j'ai 450 € qui sont déclarés et rien à voir avec le Covid-19. Et finalement, je crois que c'est un des éléments clés que vous devez avoir en tête pour le grand public comme pour les médecins, c'est qu'aujourd'hui, la boussole à dire le nord de la science et de la médecine est cassée. Elle est cassée par un niveau de corruption absolument phénoménal, de corruption systémique absolument phénoménal. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en premier sur cette histoire ? C'est que vous pouvez retrouver sur www.reinfocovid.fr le texte entier finalement de ce que je vous présente ce soir, qui est le fruit d'un travail collectif extrêmement important et fécond, qui nous permet d'essayer d'avoir de l'intelligibilité sur la réalité.
faut comprendre d'abord que certains ont dit que finalement les confinements avaient sauvé des vies, avaient diminué le RT, c'est-à-dire finalement cet indice de reproduction de la maladie, de transmissibilité de la maladie. Il avait diminué de plus de 85% et qu'il y avait des millions de morts qui avaient été heureusement épargnés grâce au confinement. Sur quoi que sont basées ces assertions-là? On peut regarder l'étude de Flaxman, qui est une des plus connues et qui a fait grand bruit dans Nature l'année dernière, en 2020. Elles sont basées sur l'idée de comparer un modèle mathématique qui prévoit ce qui se serait passé avec la réalité de ce qui s'est passé. Et ensuite de dire, regardez, on a quand même bien économisé par rapport à ce qui se serait passé. Mais qu'est-ce qui se serait passé? Finalement, c'est basé sur des prévisions désastreuses. Là, je vous ai mis une sorte d'oracle de Pity où tout le monde attend comme ça de nous dire qu'est-ce qui se serait passé à la Pity. C'est un peu ce qu'on a fait avec les ordinateurs. C'est des modèles qui sont générés informatiquement, mais qui sont non testés, qui sont non critiqués, qui sont empiriquement non valables. Et Vincent pourrait nous en dire quelque chose la prochaine fois éventuellement. Mais le modèle de Flaxman notamment est basé sur l'idée que le RT, finalement, c'est-à-dire cet indice de contamination, ne varierait qu'en fonction des mesures sociales et des confinements, qu'il n'y aurait pas d'autres facteurs qui soient finalement impactants pour cette variable. Mais ça, on sait qu'empiriquement, c'est complètement faux. Qu'au cours d'une épidémie, le RT diminue naturellement, en fait, au fur et à mesure de l'immunité collective. Et donc, c'est quelque chose qui est empiriquement absolument faux et non fondé. Donc déjà, il y a un premier axiome dans ces études qui est faux. Le deuxième axiome, c'est que le RT serait homogène. Ça veut dire que tout le monde aurait le même niveau de transmissibilité et tout le monde serait au même niveau de recevabilité de la maladie. On sait bien que c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont plus disséminateurs que d'autres et d'autres qui sont plus sensibles que d'autres à la maladie. Cette hypothèse d'homogénéité, elle est basée sur les travaux de Kermack et McKendrick de 1927. Donc là, il faut bien que vous regardiez en face que ces modèles épidémiologiques qu'on vous vante comme le fin du fin de l'informatique et de l'ère numérique sont basés sur des modèles qui datent du siècle dernier, d'il y a presque 100 ans, et qui sont absolument obsolètes et absolument faux dans leur validation empirique. D'ailleurs, un auteur qui s'appelle Colombo, qui a assoupli les hypothèses d'homogénéité et qui n'a pas du tout trouvé les mêmes résultats, et qui a trouvé qu'il y avait un impact qui était bien moindre que celui qui avait été annoncé. D'autre part, dans cette étude de Flaxman, il y a l'idée que la durée entre la contamination et les décès, qui est en médiane de 23 jours, finalement n'est pas considérée. C'est-à-dire qu'il y a pas, on ne considère pas l'hypoxémie heureuse, on ne considère pas tout ce temps-là entre le moment où on a la maladie et le moment où on en meurt. Or, c'est ça la réalité de ce qui se passe. Lui ne regarde pas ça et considère que si on a la maladie, on en meurt. Et donc, finalement, les délais ne sont pas les bons quand il regarde quand est-ce qu'on a mis le confinement en route et quand est-ce que la mortalité se met à baisser. Puis, vous avez des petites choses amusantes dans cette étude, notamment le fait que pour la Suède, par exemple, qui est un pays qui n'a pas confiné, mais qui, en revanche, a interdit certains événements publics, cette interdiction d'événements publics compte dans la diminution du RT en Suède, alors même que dans tous les autres pays, cette mesure-là n'est pas compté comme impactant le RT. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas sur les modèles mathématiques. Et finalement, on constate ensuite, en dehors de cette comparaison entre modèles mathématiques et réalité, quand on constate la réalité 2 à 2 entre des pays différents qui ont eu des politiques différentes, ça c'est une comparaison empirique finalement, grâce à la biodiversité des réactions sociales et politiques au sein des différents pays, que finalement il ne s'est pas du tout passé la même chose. Et que finalement, l'épidémie a décliné avant l'implémentation des interventions non pharmaceutiques, telles que les confinements dans de très nombreux pays, notamment en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, en Italie, en Espagne. Il n'y a eu aucun impact sur l'épidémie. Je vous ai mis un certain nombre d'études qui le démontrent, notamment l'étude de Kubandner et puis l'étude de Savaris. Mais vous pourrez aller voir plus loin, on pourrait développer. Et qu'est-ce qu'on constate aussi dans les études empiriques, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le confinement et le taux de cas, le taux d'incidence des cas, le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations. On n'a jamais réussi à mettre en évidence finalement que ce soit lié aux mesures, aux interventions non pharmaceutiques différentes. Donc finalement, c'est-à-dire qu'entre des pays qui auraient confiné beaucoup ou pas beaucoup, on ne retrouve pas tellement de différence. L'étude dont vous avez déjà entendu parler, c'est celle de Toussaint et Alter, c'est celle de Ioannidis, c'est celle de Ben David, c'est celle de Savaris. Finalement, vous avez un certain nombre d'études qui démontrent que
quel que soit ce qui a été fait, il n'y a pas de différence en fait. Et que ces mesures sociales ne sont pas le déterminant majeur de la mortalité, de l'hospitalisation. La conclusion, c'est quoi? C'est que les mesures sociales n'ont pas d'effet sur la dynamique épidémique. Et c'est du bon sens. Vous ne pouvez pas arrêter une épidémie virale. C'est comme essayer d'arrêter la mer avec vos bras ou d'arrêter une rivière avec une cuillère. C'est pas possible en fait. Donc il n'y a pas d'effet sur la dynamique épidémique, sur le RT. Il n'y a pas d'effet sur les cas. Il n'y a pas d'effet sur les hospitalisations. Il n'y a pas d'effet sur les décès. Donc quand on fait peser à la société le nombre d'hospitalisations en réanimation, le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations, et qu'on leur dit c'est votre faute, on doit vous empêcher de vivre, en fait, ça n'est pas démontré par la science. D'autre part, on peut imaginer, si on doit donner des pistes, essayer de proposer une politique sanitaire alternative, parce que c'est notre but au sein du Conseil scientifique indépendant, c'est non seulement de critiquer de manière intelligente et scientifique ce qui a été fait, mais c'est aussi de proposer autre chose, parce qu'il faut prendre soin des gens autour de nous, parce qu'on est là pour soigner, parce qu'on est là pour que les gens aillent bien. Et là-dessus, on va se rejoindre, quels que soient les groupes, quelles que soient les idéologies, quelle que soit la façon dont on pense. Je crois qu'on cherche tous le bien commun. Et ce qu'il apparaît, c'est que les mesures sociales ciblées sur des populations à risque, c'est-à-dire les gens qui ont une hypertension, un diabète, une obésité, qui sont de plus de 65 ans, ou qui ont des comorbidités importantes, c'est-à-dire des maladies en même temps, finalement, si on cible ces mesures-là sur ces patients-là qui sont très à risque de faire des formes graves, ce serait beaucoup plus efficace et moins délétère pour le groupe. Et ensuite, évidemment, il y a les mesures sociales, on en a parlé, et on a montré qu'elles servaient à rien, mais les mesures médicamenteuses, organisationnelles, elles, peuvent améliorer l'évolution épidémique, les cas, les hospitalisations et les décès. Les mesures médicamenteuses, c'est évidemment le traitement ambulatoire précoce dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, dont on vous reparlera, parce qu'il faut que vous en soyez au courant, vous citoyens, vous médecins, vous citoyens pour aller invectiver les médecins et leur dire, mais bon, alors qu'est-ce qu'on fait, quoi? Moi, j'ai entendu parler de ça et que ça les fasse réfléchir. Et vous savez que c'est ce qui s'est passé dans le VIH. Les médecins étaient prolétarisés, simplement, ils n'avaient plus de savoir et ils n'étaient pas capables d'avoir le savoir. Parce que passant leur journée à lire ce que disait la NSM, la HAS, l'ARS, qui finalement était basée sur des données fausses et incomplètes, ils ne savaient pas tellement ce qu'il fallait faire. Or, eux, les patients cherchaient pendant ce temps. Et c'est eux qui ont appris à leurs médecins comment soigner la maladie. Je crois que c'est ce qui va se passer aussi pour la Covid. Il y a quelques médecins qui font le travail d'aller voir la littérature scientifique de manière exhaustive et pas simplement en faisant ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire de choisir ce qui nous arrange. Non, quand on regarde de manière exhaustive et qu'on essaie de faire le tri entre celles où il y a des conflits d'intérêts et celles où il n'y en a pas, on se rend compte que finalement, il y a des choses à faire, des choses extrêmement efficaces, comme ces mesures médicamenteuses, mais aussi organisationnelles. Organisationnelles, j'entends par là la mise en place de filières de soins, de parcours patients. Et là, les ARS sont friands de ces choses-là, c'est-à-dire comment accompagner le patient depuis ses premiers symptômes, son diagnostic, le traitement qu'on lui met en route, la surveillance en ville, et ensuite peut-être son hospitalisation en réa, et derrière, le retour à la vie normale le plus rapidement possible. Et de même, accompagner les gens qui auraient des Covid longs. Parce que finalement, il y a moyen de faire de manière beaucoup plus optimale et efficace, sans travailler en silo, puisqu'actuellement, les réanimations travaillent en silo, les services d'hospitalisation travaillent en silo, les médecins de ville ne voient pour certains, pas les patients, parce que les patients, on leur a dit restez à la maison et bonne chance. Et ça, c'est pas correct. Donc voilà, mais merci beaucoup. Encore une fois, à quoi tiennent nos libertés, hein. Je crois qu'on peut tous se retrouver maintenant pour conclure. On était un petit peu plus long que prévu, mais c'était intéressant. Vincent, Christian, Philippe, Eric, peut-être un petit mot de la fin pour dire au revoir à nos auditeurs. Oui. Ça vous va? Moi, je dis que pour avancer en politique de santé publique, il faut se baser sur la science, il faut se baser sur les retours de terrain en France et dans tous les pays. Et là, je vois que la science est bafouée car il y a beaucoup de publications internationales, même si ce n'est pas publié dans les plus grands journaux du monde, mais on voit que les plus grands journaux du monde, comme le Lancet et le New England Journal of Medicine, on a vu qu'ils avaient pu publier des études frauduleuses. Donc, c'est pas parce que c'est pas publié dans ces grands journaux que ça n'a pas de valeur. Il y a quand même des très bons articles sur tout un tas de traitements qui marchent. Et puis, il y a le retour de terrain quand on compare les différents pays. Donc, nous, en tant que conseil scientifique indépendant, on doit montrer que la science apporte beaucoup de données qui ne sont pas forcément soutenues par nos autorités. Ça, c'est pour moi le pire des scandales, parce que moi, comme j'ai participé à toute la politique de santé publique pendant des années et j'ai jamais vu une dérive comme on voit aujourd'hui.
Merci Christian, hein, vous vous souvenez pour tous, il y a de très nombreuses publications qui ont été faites depuis, mais Kamran Abbasi, qui est l'éditeur en chef associé du British Medical Journal, a sorti un éditorial pendant la crise Covid qui est très parlant, rien que par son titre, hein, puisqu'il dit Covid-19, Politicization, Corruption and Suppression of Science. Covid-19, politisation, corruption et suppression de la science. Donc on en est rendu là avec une boussole à dire le Nord qui est un petit peu cassée et à nous d'essayer de faire le tri, de retrouver des savoirs, de retrouver comment retrouver son chemin dans tout ce bazar. Et c'est pour ça qu'on s'est mis ensemble, parce que tout seul on n'y arrive pas et qu'il faut être nombreux pour pouvoir faire le tri. Vincent, tu veux nous dire un petit quelque chose? Oui, effectivement, tout à fait. Bon, les chiffres gouvernent aujourd'hui, effectivement, et il faut s'interroger sérieusement sur la manière avec laquelle ils sont produits. Donc, en fait, de plus en plus, et je pense que ce sera un des rôles du comité scientifique indépendant, c'est de produire des documents qui soient sourcés, qui soient autonomes, qui soient vérifiables, qui soient traçables par tout le monde. C'est une condition nécessaire. Et donc oui, il y a beaucoup de choses. Donc Eric Mena a beaucoup parlé des vaccins. Donc effectivement, les courbes de vaccination, de mortalité post-vaccination ont tendance parfois à interroger. On a sorti beaucoup de courbes de mortalité, donc j'ai suivi le développement de l'article de Toubiana, Laurent Toubiana, qui n'est pas là ce soir, mais sur l'idée que tout ça, en 2020, on ne meurt pas plus qu'en 2015, voilà, et que c'est même une année de mortalité historiquement basse pour les moins de 65 ans. Et puis, il y a aussi des courbes dont je vous parlerai bientôt sur le masque chez les enfants et le retour des et des asthmes chez les enfants, hélas. Et donc, oui, beaucoup de chiffres, et il faut être très prudent et toujours très sourcé sur les chiffres, mais c'est quelque chose de fondamental de savoir comment ils étaient construits. Et donc, ce que j'ai présenté sur l'étude de Fontanet, c'était effectivement une manière de voir que si on contrôle un petit peu de près, on voit hélas, comme a bien dit Christian et comme tu l'as rappelé, Louis, on voit des horreurs qui sont publiées dans des journaux et qui servent de référence. Merci beaucoup Vincent. On attend avec impatience ces nouvelles courbes, notamment cette mortalité entre 2015 et 2020 qui permettra de relativiser ce qui se passe, même si c'est pas anodin. Je crois que ça permettra à beaucoup de gens de souffler un petit peu et de revenir à la réalité. Philippe, Eric, si vous voulez conclure. Oui, moi je dirais qu'il y a un dénominateur commun quand même depuis le début de cette crise, c'est qu'on manque totalement d'argumentaire, enfin ceux qui ne sont pas de notre côté, et que ça fait du bien d'avoir de vrais chiffres et pouvoir comparer effectivement. Et je crois que pour rebondir sur ce que tu as dit, Louis, effectivement c'est aux patients de convaincre les médecins, et on parle de plus en plus de patients experts, et souvent les médecins sont un peu la tête dans le guidon, donc on compte vraiment sur ces patients experts, ceux qui ont été touchés par la Covid ou ceux qui se sont un peu plus renseignés, pour informer gentiment leurs médecins traitants pour leur dire « Docteur, que pensez-vous de cette étude ?» Et c'est là où on va questionner les médecins qui peut-être pourront à un moment se dire « Ah mais oui, peut-être bien que… » Voilà. Donc, c'est très agréable d'avoir des experts comme vous là et présentant des études, des vraies études et qui, a priori, n'ont jamais été contredites. Merci beaucoup, Eric. Je te laisse la parole. Oui, merci à tous. Je pense qu'il faut insister sur des choses aussi de base, et je rebondis sur ce que vient de dire Philippe. La solution est certainement dans les mains du peuple, du grand public, des usagers de la santé. Il faut bien comprendre que, au-delà des études qui doivent être rigoureuses et lues de façon globale, comme vous l'avez tous montré, il faut retrouver aussi du bon sens. J'ai illustré ça avec deux exemples que nous aurons l'occasion de développer dans des prochaines capsules et dans des prochains lives. C'est les tests. Je suis désolé, mais depuis que le monde est monde, depuis qu'on sait faire des tests biologiques, depuis qu'on a des études de médecine, on nous a toujours expliqué que les tests sont là pour éclairer la clinique, mais que la clinique est reine. Or, aujourd'hui, on fait des raisonnements scientifiques et des raisonnements politiques sur des tests sans aucun symptôme clinique. La clinique doit être éclairée par les tests, mais c'est la clinique qui prime. Et l'autre élément, c'est d'avoir simplement du bon sens. On sait très bien qu'on aura du mal à démontrer, par exemple, malgré les 70 ou 80 études sur l'ivermectine, que l'ivermectine est un traitement parfait. Mais personne n'a demandé à ce que l'ivermectine soit un traitement parfait. Mais le bon sens, c'est de se dire,
entre un traitement comme l'ivermectine, que l'on connaît depuis des décennies, qui n'a aucun effet secondaire et qui a manifestement une efficacité, même si elle est modérée. Supposons qu'elle soit que modérée dans le Covid. Face à cette ivermectine, il n'y a rien. C'est-à-dire que si vous avez soit un traitement efficace, même modérément efficace, mais efficace, sans danger, pas cher, et en face, vous n'avez rien, vous choisissez quoi? Vous choisissez forcément le traitement qui vous donne des chances d'aller mieux. Eh bien non, on n'a choisi rien. On a choisi de laisser les gens chez eux et à ne pas se soigner et en espérant, en priant qu'ils se guérissent tout seuls. C'est une aberration vis-à-vis du bon sens. C'est une totale folie. Et au-delà, encore une fois, d'études scientifiques randomisées avec des chiffres parfaits. Le bon sens veut qu'on soigne des gens malades avec les meilleurs traitements dont on dispose, même s'ils n'ont pas fait la preuve d'une efficacité absolue. L'ivermectine ne va pas guérir tout le monde, mais elle guérira toujours beaucoup plus de gens que rien. Et c'est ça le bon sens. Et c'est ça que doivent demander les patients. Ils doivent demander à être pris en charge médicalement comme ils en ont le droit. Au-delà, j'ai envie de dire, des bagarres de chiffres et de scientifiques. Revenons à notre pratique, c'est-à-dire la clinique. Est-ce que les gens sont malades ou pas? S'ils sont pas malades, ce sont pas des malades. Il faut arrêter de les mettre dans les courbes des malades. Et deuxièmement, quand ils sont malades, il faut les soigner. Voilà, c'est ça le bon sens. Et c'est ce qu'on essaie de développer, évidemment, dans ce conseil scientifique indépendant. C'était une vision vraiment loyale, bienveillante et objective vis-à-vis d'une maladie, je suis désolé, aujourd'hui, qu'on sait prendre en charge. On le fait, on est nombreux à le faire. On est des milliers de médecins en France à prendre en charge cette maladie. Moi, je le fais au quotidien. J'ai la chance, ou peut-être que c'est grâce aussi au traitement, d'avoir eu 0 décès dans ma clientèle. Donc, Merci beaucoup, Eric. on peut vraiment faire mieux. Merci beaucoup, Eric. Effectivement, cliné en grec, c'est le lit du malade. Hein. C'est donc cette invitation que tu nous donnes de revenir au réel, hein, de revenir au malade lui-même avant d'être dans des chiffres, dans des courbes frelatées, frauduleuses ou compliquées. Et finalement, ce soir, on a sourcé l'intégralité de ce qui a été dit. Nous avons délivré une information claire, loyale et appropriée, conforme aux données acquises de la science, pour que le patient puisse faire un choix libre et éclairé. Nous sommes en plein dans le code de déontologie. Déon en grec, c'est ce que je dois faire. Nous sommes en plein dans ce que nous devons faire et ce que tous les médecins doivent faire. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, en fait, pour le jeudi soir prochain. Et il y aura une séance de questions du public où vous serez invités à nous mettre au défi, à nous mettre sur le grill, à voir si vraiment ce qu'on a dans le ventre et si ce qu'on dit tient la route. Donc, invitez vos amis, invitez vos copains pour venir nous voir. Ce soir, c'était le galop d'essai, donc ce sera qu'une rediffusion. Et puis, on rediffusera chacune des séquences une par une au long de la semaine pour que vous puissiez les regarder par petits bouts dans votre voiture ou les écouter en podcast, pour que vous puissiez les transmettre à votre médecin chéri et préféré. Voilà. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir.